Il était 4 heures du matin quand Julien se posta devant moi, les yeux brûlants de fureur, et cria « C'est ce que tu mérites pour ne pas m'avoir obéi, va-t'en vivre dans la rue !» J'étais encore en pyjama, tremblant non seulement de froid mais aussi de choc. Nous nous étions disputés auparavant, bien sûr, mais cela, c'était différent. C'était définitif. L'appartement dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés que nous partagions depuis 5 ans me semblait soudain le territoire d'un étranger. Les murs couleur pêche que j'avais peints moi-même un été semblaient maintenant les témoins muets de mon humiliation. J'essayais de rassembler mes affaires avec des mains tremblantes, mais quand j'attrapais mon sac, il me l'arracha violemment. « Ces choses sont à moi », grogna-t-il, s'accrochant au sac comme si je le volais. « Où crois-tu aller avec ça ? Maintenant, va-t'en !» Mes mains tremblaient, tandis que j'ouvrais la porte. L'obscurité dehors semblait moins menaçante que l'obscurité que je venais de laisser derrière moi. Je ne pleurais pas. Je ne pouvais pas. J'étais trop hébétée pour ressentir autre chose que l'engourdissement. En faisant un pas dans le froid de l'aube, je le regardai une dernière fois et dis avec une calme certitude « Tu vas le regretter ». Il rit, se moquant de moi, mais il y eut une lueur d'incertitude dans ses yeux. Il ne savait pas ce que je voulais dire, et moi non plus. Pas encore, mais je le saurai bientôt. Le couloir de l'immeuble était silencieux. Je descendis les escaliers lentement, comme si chaque marche m'éloignait non seulement de cet appartement, mais de la femme que j'avais été pendant ces années, celle qui baissait la tête quand il élevait la voix, celle qui s'excusait pour des choses qu'elle n'avait pas faites, celle qui était devenue experte à prédire ses sautes d'humeur rien qu'en écoutant comment il fermait la porte en rentrant. En sortant dans le hall, le gardien, Monsieur Dubois, me regarda avec surprise. Il avait toujours été aimable avec moi, et la honte me brûlait les joues en imaginant ce qu'il penserait en me voyant en pyjama à cette heure. « Tout va bien, Madame Claire ?» demanda-t-il avec une réelle inquiétude. Je secouai la tête, incapable d'articuler un mot. Comment lui expliquer que l'homme avec qui j'avais partagé ma vie venait de me traiter comme un objet défectueux que l'on jette à la poubelle ? « Voulez-vous que j'appelle quelqu'un ?» insista-t-il. « Non, » réussis-je à dire finalement. « Il n'y a personne à appeler. » Et c'était vrai. Ma famille était à Marseille, à des heures de distance. Mes amis, quels amis ? Julien s'était chargé de les éloigner une par une, avec des commentaires blessants ou simplement en monopolisant tout mon temps jusqu'à ce qu'elles cessent d'appeler. Monsieur Dubois sembla comprendre sans avoir besoin de plus de mots. « Allez au café de Madame Louise », suggéra-t-il. « Il ouvre tôt pour les travailleurs du marché. Dites-lui que vous venez de ma part. » Je le remerciai d'un geste et commençai à marcher le long de l'avenue déserte. L'air froid de Paris en février me transperçait les os. Les réverbères projetaient de longues ombres sur le trottoir, et chaque silhouette me surprenait, comme si Julien pouvait se matérialiser à chaque coin de rue pour continuer à me punir. En marchant, des fragments de notre histoire se rejouaient dans mon esprit comme un film cassé. Le jour où nous nous étions rencontrés à cette soirée étudiante, quand il m'avait ébloui avec son assurance et ce sourire qui semblait garder un secret rien que pour moi. Les premiers mois, si parfaits qu'il me semblait maintenant une mise en scène élaborée. Et puis, le premier cri, la première fois qu'il m'avait fait me sentir petite, la première excuse avec des fleurs, le premier cycle de beaucoup. À quel moment avais-je cessé d'être moi pour devenir ce qu'il voulait ? Quand avais-je commencé à mesurer mes mots, à calculer mes gestes, à exister en fonction de ses réactions ? La transformation avait été si graduelle que je l'avais à peine remarquée, jusqu'à ce qu'elle soit trop complète. Un taxi passa lentement à côté de moi, et le chauffeur me regarda avec curiosité. Un instant, je pensais à l'arrêter, à demander qu'il me conduise. Où ? Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de papier, je n'avais rien d'autre que le pyjama que je portais, et la certitude que cette fois, il n'y aurait pas de réconciliation. En tournant le coin, je vis l'enseigne du café que Monsieur Dubois avait mentionné. C'était un petit endroit, avec des rideaux en dentelle aux fenêtres et un auvent délavé. Les lumières étaient déjà allumées, et à travers la vitre embuée, on voyait des silhouettes bouger. Je pris une profonde inspiration et m'approchai de la porte. Je ne savais pas ce que j'allais dire ni comment expliquer ma situation, mais le froid et la peur ne me laissaient pas beaucoup d'alternatives. Avant d'entrer, je regardais une dernière fois dans la direction d'où je venais. Les rues vides semblaient une toile vierge. Et même si à ce moment-là je ne pouvais pas le voir clairement, un nouveau chemin commençait à se dessiner. Un chemin que je tracerais moi-même,
sans ombre pour me suivre, sans voix pour me réduire au silence. Avec cette idée flottant comme une promesse à l'horizon, j'ouvris la porte du café et la chaleur me reçut comme une étreinte longtemps retardée. La nuit m'avait entièrement engloutie. Le café de Madame Louise m'avait donné refuge pendant quelques heures, mais à midi, je dus partir. Je ne pouvais pas rester là indéfiniment, occupant une table pendant que d'autres clients entraient et sortaient. Madame Louise, une petite femme aux tresses grisonnantes et aux mains calleuses par le travail, m'avait servi du café et une viennoiserie sans poser de questions quand je lui avais mentionné Monsieur Dubois. « Les peines sont moins lourdes avec du pain », avait-elle simplement dit, en posant devant moi un pain au chocolat tout juste sorti du four. Maintenant, je vagabondais sans but dans les rues du centre historique, me mêlant aux touristes et aux employés de bureau. Mon pyjama fleuri attirait l'attention. Alors je me cachais dans la foule du mieux que je pouvais. Ma respiration était visible dans l'air froid, formant de petits nuages qui disparaissaient rapidement, comme mes espoirs. La place de la Bastille grouillait d'activité. Des vendeurs ambulants, des familles prenant des photos devant l'opéra, des groupes d'étudiants avec leurs sacs à dos colorés. Une vie normale qui me semblait maintenant si étrangère, si distante. Je m'assis sur un banc, serrant mes genoux pour conserver un peu de chaleur. Les souvenirs de jours meilleurs tentèrent de s'infiltrer dans mon esprit, mais je les bloquais. Je ne pouvais pas me permettre de craquer. Pas maintenant. Pas tant que j'étais exposée au froid et aux étrangers. Une femme me regarda avec curiosité depuis un kiosque à journaux. Je ressentis de la honte, comme si toute mon histoire était écrite sur mon front, comme si tout le monde pouvait voir que j'étais une femme qui avait été jetée comme un objet inutile. Quand le soleil commença à descendre, l'anxiété monta dans ma poitrine. Où passerais-je la nuit? Sans argent, sans papier, sans personne à qui me tourner, les options étaient rares et terrifiantes. Et je pensais à retourner à l'immeuble où nous vivions, peut-être que Monsieur Dubois me laisserait dormir dans la chambre de service, mais l'idée d'être si près de Julien me souleva l'estomac. Je recommençai à marcher, cette fois en direction du parc des Buttes-Chaumont. Au moins, dans le parc, je pourrais m'asseoir jusqu'à la tombée complète de la nuit. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si je traînais les fragments brisés de ma vie derrière moi. Le chemin vers le parc semblait interminable. Mes jambes me faisaient un mal. Mes pieds brûlaient dans mes chaussons qui n'étaient pas faits pour de longues marches. Sur les grands boulevards, les bureaux commençaient à se vider. Des hommes et des femmes en costumes élégants sortaient en groupe, riant, parlant de leurs projets pour la soirée, complètement inconscients de mon existence. Je me demandais combien de ces femmes souriantes cachèrent des réalités comme la mienne derrière leurs lèvres maquillées. En arrivant au parc, je cherchais un banc relativement isolé. Je ne voulais pas attirer l'attention des gardiens qui me demanderaient sûrement de partir à la fermeture. Je m'assis et observais les dernières familles ramassant leurs affaires, les couples marchant main dans la main, les vendeurs rangeant leurs marchandises. La normalité de la scène contrastait cruellement avec ma situation. La fatigue commença à me vaincre. Je n'avais pas dormi depuis plus de 30 heures, et l'épuisement émotionnel pesait autant que le physique. Mes paupières luttaient pour rester ouvertes, tandis que les réverbères du parc s'allumaient un à un. J'étais sur le point de m'abandonner au sommeil quand une voix me surprit. « Le parc va fermer, mademoiselle. » C'était un gardien. Un homme âgé avec une moustache fournie et un regard fatigué. Je me redressai brusquement, essayant de paraître normale, comme si je n'étais pas une femme en pyjama sur le point de passer la nuit sur un banc public. Je partais, mentis-je. Il m'observa avec plus d'attention, et son expression passa de routinière à inquiète. « Vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» La question, si simple, si humaine, brisa quelque chose en moi. Les larmes que j'avais retenues toute la journée jaillirent, sans contrôle. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas expliquer. Je ne pouvais que pleurer tandis que cet inconnu me regardait sans savoir quoi faire. « Venez avec moi », dit-il finalement. « Ma femme travaille au centre d'hébergement municipal. Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, mais vous aurez où dormir cette nuit. » Je le suivis, sans force pour résister ou pour remercier. Nous marchâmes en silence jusqu'à la sortie du parc, où l'attendait sa moto. Il me prêta sa veste et me tendit un casque. Dans d'autres circonstances, je ne serais jamais montée sur le véhicule d'un inconnu, mais le désespoir écrase même les instincts de survie les plus élémentaires.
Le centre d'hébergement se trouvait dans une rue étroite du quartier de Belleville. C'était un vieil immeuble, avec des murs écaillés et une lumière blafarde à l'entrée. Le gardien me présenta à sa femme, Thérèse, une femme d'apparence sévère mais aux yeux bienveillants. « Robert me ramène des cas spéciaux de temps en temps », expliqua-t-elle en me guidant dans un couloir où s'alignaient des lits de camp séparés par des paravents improvisés. « Demain, nous parlerons tranquillement. Maintenant, vous avez besoin de vous reposer. » Elle m'assigna un lit, me donna une couverture rêche mais propre, et m'indiqua où se trouvait la salle de bain commune. Les autres femmes du centre me regardaient avec curiosité, mais sans hostilité. Je reconnus dans leurs yeux la même douleur, la même histoire avec des nuances différentes. Cette nuit-là, je dormis profondément, bercée par le murmure des respirations étrangères. Je ne rêvais pas de Julien ni de l'appartement. Je ne rêvais pas du tout. Quand le soleil commença à filtrer par les hautes fenêtres du centre, je me réveillais en ressentant quelque chose d'inattendu, de la détermination. S'il avait voulu me voir briser, il devrait faire plus d'efforts. Ce n'était pas fini, et je n'allais pas disparaître en silence. Je me levai et me dirigeai vers la petite salle à manger, où d'autres femmes prenaient déjà leur petit déjeuner. Thérèse m'offrit du café et du pain, et s'assit en face de moi. « Maintenant, » dit-elle d'un ton pratique, « racontez-moi ce qui s'est passé et voyons comment nous pouvons vous aider. » Je pris une profonde inspiration. Il était temps de commencer à reconstruire ma vie, morceau par morceau. Thérèse écouta mon histoire sans m'interrompre pendant que nous déjeunions dans la salle à manger du centre d'hébergement. Je lui racontais Julien, comment ce qui avait commencé comme un amour intense s'était progressivement transformé en contrôle, en isolement, et finalement en cette expulsion violente. Quand j'eus terminé, elle hocha la tête comme quelqu'un qui a entendu la même mélodie de nombreuses fois, avec des instruments différents, mais une composition identique. « Le centre communautaire Espoir est à quelques rues d'ici », dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. « Ils ont des vêtements, des conseils juridiques et des psychologues. Je vous y emmènerai après le petit déjeuner. » Je me sentis gênée en entrant au centre communautaire avec mon pyjama froissé. C'était un bâtiment simple mais lumineux, avec des affiches sur les droits des femmes et des numéros d'urgence sur les murs. Je m'arrêtai à l'entrée, intimidée par le brouhaha d'activité et par mon apparence. Mais la femme à la réception me sourit, non pas avec pitié, mais avec gentillesse, et me fit signe d'entrer. « Bienvenue », dit-elle. « Je suis Lucie Dupré, la coordinatrice. En quoi puis-je vous aider ?» Thérèse expliqua brièvement ma situation pendant que j'observais l'endroit. Il y avait d'autres femmes, certaines avec de jeunes enfants, attendant sur des chaises ou parlant avec le personnel du centre. Je n'étais pas la seule en difficulté, et cela, étrangement, me donna un peu de réconfort. Claire a besoin de vêtements, d'une douche et ensuite de parler avec Sophie, l'avocate, résuma Thérèse. Je dois retourner au centre, mais elle est entre de bonnes mains. Lucie hocha la tête et me conduisit le long d'un couloir jusqu'à une petite pièce avec des étagères remplies de vêtements donnés. Elle m'aida à choisir un jean, un simple t-shirt, un pull et des chaussures qui me allaient presque parfaitement. « La salle de bain est là », dit-elle en montrant du doigt. « Il y a des serviettes propres et des articles de toilette. Prenez votre temps. » Sous le jet d'eau chaude, je me permis de pleurer pour la première fois depuis que tout avait commencé. Ce n'étaient non pas des larmes de défaite, mais de soulagement. L'eau emportait non seulement la saleté et la fatigue, mais aussi la peur paralysante qui m'avait accompagnée depuis que j'avais franchi le seuil de ce qui fut jadis mon foyer. Quand je sortis de la salle de bain, je me sentis comme une personne différente. Les vêtements prêtés étaient un peu grands, mais ils étaient propres et confortables. Lucie m'attendait avec une tasse de thé à la main. « Sophie vous verra dans une demi-heure », annonça-t-elle. « En attendant, voulez-vous me raconter un peu plus ? Non par curiosité, mais pour savoir comment nous pouvons mieux vous aider. » Son ton était professionnel mais chaleureux, comme celui d'une médecin expérimentée qui sait que le diagnostic commence par une bonne écoute. Je me retrouvais à lui raconter des détails que je n'avais pas dits à Thérèse. Comment Julien contrôlait nos finances, même si je gérais l'administration, comment il fouillait mon téléphone, comment il se mettait en colère si je parlais à d'autres hommes, même des caissiers ou des serveurs. Ce que vous avez vécu s'appelle la violence économique et le contrôle coercitif, expliqua Lucie quand j'eus terminé. Et ce qu'il a fait en vous jetant ainsi est un délit. Vous avez des droits, Claire, même si en ce moment vous avez l'impression de n'avoir plus rien. Ces mots étaient comme de petites graines d'espoir.
Elle ne me dit pas de phrases vides comme « tout ira bien » ou « vous êtes forte », mais elle m'offrit quelque chose de concret. Des droits, des lois, des outils. Sophie, l'avocate, se révéla être une femme d'une 50aine d'années, avec les cheveux courts teints d'un rouge intense et des lunettes à monture épaisse. Son bureau était petit mais ordonné, avec des livres de droit et des dossiers méticuleusement étiquetés. « Lucie m'a mise au courant », dit-elle en m'offrant un siège. « J'ai besoin de vous poser des questions spécifiques. Êtes-vous d'accord ?» J'acquiesçai, et elle commença un interrogatoire précis. Au nom de qui était le contrat de location? Qui payait les charges? Avais-je des comptes bancaires propres ou conjoints? Avais-je gardé des documents importants? Avais-je un moyen d'y accéder? À chaque question, une nouvelle compréhension se formait dans mon esprit. Julien avait pu me priver de sécurité immédiate, mais il n'avait pas pensé aux liens administratifs qui nous unissaient. Le contrat de location était à mon nom parce qu'il avait un historique de crédit compliqué. Le compte principal était conjoint, mais j'avais un petit compte personnel où je gardais le peu que je gagnais en donnant des cours particuliers de mathématiques. Et le plus important, j'avais des copies numériques de documents importants dans mon courrier électronique. « Cela nous donne un point de départ », affirma Sophie, prenant des notes dans un carnet. « Premièrement, nous pouvons obtenir une ordonnance de restriction. Deuxièmement, récupérer vos affaires avec un accompagnement policier. Troisièmement, sécuriser votre part des biens communs. » Elle m'expliqua chaque étape du processus avec patience, détaillant mes options et les scénarios possibles. Elle ne me promit pas une victoire facile, mais elle me montra qu'il y avait une voie légale à suivre. « Pour aujourd'hui, vous resterez au centre d'hébergement », conclut-elle. « Demain, nous commencerons les démarches. Avez-vous des questions ? » J'en avais 1000, mais la plus urgente était « Et s'il essaie de me trouver ? » Pour cela, il existe un protocole de sécurité, répondit-elle avec fermeté. Vous ne serez seul à aucun moment du processus. Et rappelez-vous, ce qu'il a fait est un délit. Vous êtes la victime, pas la coupable. Après la réunion avec Sophie, Lucie me présenta à Hélène, une psychologue qui offrait des thérapies de groupe à des femmes dans des situations similaires à la mienne. Le groupe se réunissait 3 fois par semaine dans une salle spacieuse, avec des chaises disposées en cercle. Vous n'êtes pas obligé de parler aujourd'hui, m'assura Hélène quand je rejoignis le groupe cet après-midi-là. Vous pouvez juste écouter si vous préférez. Les femmes du cercle avaient des âges et des apparences diverses. Certaines parlaient avec colère, d'autres avec tristesse, certaines même avec humour de leurs expériences. J'écoutais des histoires qui me firent frissonner par leur similitude avec la mienne, et d'autres qui me surprirent par leur crudité. Une femme âgée, Denise, me regarda directement quand elle m'eut fini de raconter comment elle s'était échappée de son mari après 30 ans de mariage. « Vous avez le regard des premiers jours », dit-elle avec un sourire compréhensif. « Ce mélange de choc et de confusion, ça passera. Pas aujourd'hui, pas demain, mais ça passera. » Cette nuit-là, de retour au centre d'hébergement, je dormis 10 heures d'affilée. Pour la première fois depuis des années, je sentis que j'étais vue, vraiment vue, non pas comme la femme de quelqu'un ou un fardeau, mais comme une personne. Et cela me donna une force que je ne savais pas que j'avais encore. Le lendemain, accompagnée de Lucie, j'utilisais un ordinateur du centre pour accéder à mon ancienne messagerie électronique. Ce que Julien avait oublié, aveuglé par la rage et le contrôle, c'est que le contrat de location, les comptes bancaires et même la voiture étaient à mon nom. Il avait toujours gagné l'argent, mais je gérais tout. En quelques heures, je bloquais notre compte joint et contactais le propriétaire de l'appartement. Je lui expliquais la situation et demandais un changement de serrure. J'avais des bases légales. J'avais juste besoin de temps et de courage. Sophie m'aida à chaque étape, m'expliquant mes droits et les lois qui me protégeaient. « Vous n'êtes pas la première femme à mettre un homme comme ça en échec », commenta-t-elle avec un sourire de satisfaction quand nous eûmes fini d'envoyer les notifications légales. « Mais vous serez l'une des rares à le faire aussi vite. » Ce soir-là, pendant que je dînais dans la salle à manger du centre avec d'autres femmes, mon téléphone sonna. Lucie m'en avait prêté un simple pour les urgences. C'était Julien. D'abord 1 fois, puis 10, puis 20. Des messages vocaux remplis de colère, suivis de larmes, puis d'excuses désespérées. Je ne répondis pas. J'écoutais simplement. Chaque appel était une preuve que le pouvoir avait changé de main. Il m'avait sous-estimé. Et maintenant, il commençait à comprendre à quel point. Le 3e jour,
Julien apparut au centre communautaire Espoir. Je le vis depuis la fenêtre du bureau de Sophie, où nous révisions les documents pour récupérer mes affaires. Il avait l'air différent, négligé, la barbe non rasée et de profondes cernes. Il ressemblait à un fantôme de l'homme qui m'avait mise à la rue. « Il est là », murmurai-je, sentant mon cœur s'accélérer. Sophie regarda discrètement puis prit son téléphone. « Tranquille », dit-elle en composant un numéro. « Nous avons un protocole pour cela. » En quelques minutes, 2 agents de sécurité du centre apparurent à la réception. Je vis Lucie s'approcher de Julien avec un calme professionnel. Il gesticulait, d'abord de manière contenue, puis de plus en plus agité. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais son langage corporel disait tout. Il était furieux. « Il demande à vous voir », expliqua Sophie, qui avait reçu un message de Lucie. « On lui a dit que ce n'était pas possible, à moins que vous ne le demandiez spécifiquement. Une partie de moi, petite mais persistante, voulait l'affronter, lui montrer que je n'avais plus peur de lui. Mais une autre partie, la plus sage, savait que je n'étais pas prête. « Je ne veux pas le voir », répondis-je d'une voix ferme. Sophie hocha la tête et envoya un message. Depuis la fenêtre, je vis Lucie remettre à Julien une enveloppe cartonnée scellée. C'étaient les notifications légales que nous avions préparées. Ordonnance de restriction, blocage des comptes bancaires conjoints et preuve de mon contrôle sur le contrat de location. Sa réaction fut exactement celle que j'avais imaginée. D'abord l'incrédulité, puis l'indignation, finalement une explosion de rage à peine contenue. Les gardes de sécurité s'approchèrent et il sembla reconsidérer son comportement. Il ouvrit l'enveloppe, parcourut les documents et leva les yeux vers le bâtiment, comme s'il pouvait me voir à travers les murs. « Que fait-il maintenant » demandai-je, m'éloignant de la fenêtre. « Il lit les documents », répondit Sophie, qui continuait d'observer. « Et il semble qu'il comprenne enfin que c'est sérieux. Ce que Julien n'avait jamais su, ou jamais apprécié, c'était ma capacité d'organisation et le souci du détail. Pendant des années, tandis qu'il se vantait d'être le pourvoyeur, je m'occupais silencieusement de toute la paperasse, des paiements, des démarches. Je connaissais nos finances mieux que lui. Je savais exactement où était chaque euro et comment notre patrimoine était réparti. Cet après-midi-là, tandis qu'il s'éloignait du centre avec les papiers à la main, Sophie et moi continuâmes notre plan. L'étape suivante était de récupérer mes affaires de l'appartement. L'ordonnance du tribunal nous permettrait d'entrer avec un accompagnement policier. « Nous ferons cela demain », décida Sophie. « Le plus tôt sera le mieux, avant qu'il ne décide d'ignorer l'ordonnance ou de vider l'appartement. » Cette nuit-là, je dormis à peine. Mon esprit repassait encore et encore ce que je devais récupérer. Des vêtements, des documents personnels, mon ordinateur portable, quelques photos de famille. Je pensais à ce que je dirais si Julien était là, à la façon dont je garderais mon calme face à sa colère, ou, pire encore, à ses supplications. Le lendemain matin, 2 policiers nous attendaient à l'entrée de l'immeuble. Monsieur Dubois, le concierge, me salua d'un hochement de tête respectueux. Sait-il ce qui s'était passé? Avait-il entendu nos disputes, mes pleurs silencieux pendant les nuits les plus difficiles? « Monsieur n'est pas là », informa-t-il pendant que nous ouvrions la porte. « Il est parti il y a 1 heure avec une valise. » Entrer dans l'appartement, c'était comme visiter un lieu familier dans un rêve, reconnaissable, mais légèrement déformé. En seulement 3 jours, Julien avait transformé notre foyer ordonné en un chaos de bouteilles vides, de vêtements sales et de restes de nourriture. « Vous avez 20 minutes », rappela l'un des policiers. « Seulement ce qui est sur la liste autorisée. » Je me déplaçai rapidement, ramassant l'indispensable. Mes vêtements tenaient à peine dans 2 grandes valises, mes livres préférés, quelques souvenirs, mes documents personnels. Sur mon bureau, je trouvais mon ordinateur et mes cahiers de travail, tout ce dont j'avais besoin pour recommencer. Pendant que j'emballais, je trouvais quelque chose d'inattendu. La boîte où je gardais les souvenirs de ma famille était ouverte, son contenu éparpillé sur le lit. Parmi les photographies et les lettres, je vis l'enveloppe où je gardais l'argent d'urgence que j'avais accumulé en secret. Elle était vide. Il a trouvé ma réserve, commentai-je avec amertume. Sophie, qui supervisait le processus, secoua la tête. Nous l'ajouterons à la plainte. Chaque euro qu'il a indûment pris devra être restitué. Quand nous eûmes terminé, je regardai une dernière fois cet espace que pendant 5 ans j'avais appelé chez moi. Les murs couleur pêche que j'avais peints avec tant d'enthousiasme.
La cuisine où j'avais préparé tant de dîners qu'il n'avait jamais remercié. Le salon où j'avais passé d'innombrables nuits à attendre son retour, craignant son humeur. Je ne ressentis ni nostalgie ni regret, seulement un profond soulagement. Sur le chemin du retour au centre d'hébergement, je reçus un appel d'un numéro inconnu. C'était la secrétaire du cabinet où Julien travaillait comme comptable. « Claire, c'est Gabrielle », dit-elle à voix basse, comme si elle craignait d'être entendue. « Je ne devrais pas faire ça, mais je pense que vous devriez savoir quelque chose. » Elle me raconta que Julien était arrivé ce matin au bureau en exigeant une avance sur son salaire. Quand on la lui avait refusée, il avait eu un accès de colère si violent qu'ils avaient dû appeler la sécurité. Il était suspendu indéfiniment. Il a toujours été très colérique, continua Gabrielle. Mais là, c'était différent. Il est hors de contrôle. Faites attention. Je la remerciai pour l'avertissement et raccrochai. Je ressentis un mélange de peur et d'une étrange satisfaction. Le château que Julien avait construit, son image de professionnel respectable, d'homme en contrôle, commençait à s'écrouler de sa propre main. Au centre communautaire, Hélène, la psychologue, m'aida à traiter l'information. « Ce que vous voyez est le résultat de la perte de contrôle », expliqua-t-elle. « Les hommes comme Julien fondent leur identité sur la domination des autres, en particulier de leurs partenaires. Lorsque ce contrôle disparaît, ils entrent en crise. »« Devrais-je avoir peur ?» demandai-je. « Vous devriez être prudente », corrigea-t-elle. « Mais ne laissez pas la peur guider vos décisions. C'est précisément son objectif. » Cet après-midi-là, avec Sophie, nous ouvrîmes un nouveau compte bancaire exclusivement à mon nom. Nous transférâmes les fonds qui me revenaient légalement de notre compte joint. Nous annulâmes les cartes de crédit supplémentaires qu'il utilisait. Nous notifiâmes à l'administration de l'immeuble que le contrat restait à mon nom et que Julien n'avait pas l'autorisation d'y rester. À chaque démarche, à chaque signature, je sentais que je retrouvais non seulement mon indépendance financière, mais aussi ma dignité. Ce qu'il n'avait jamais compris, c'est qu'en me jetant à la rue cette nuit-là, il n'avait pas détruit ma vie. Il avait libéré une force que je ne savais pas moi-même posséder. Quand Julien appela ce soir-là, sa voix ne transmettait plus la fureur, mais la confusion. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda-t-il, comme si j'étais la traîtresse. « As-tu idée de ce que tu as provoqué ? C'est toi qui as commencé, » répondis-je calmement. « Je ne fais que terminer. J'ai besoin de mon argent, » supplia-t-il, son arrogance se dissolvant devant l'urgence. « Je ne peux pas payer l'hôtel où je suis. Parle à mon avocate, » répondis-je avant de raccrocher. Je restai à regarder le téléphone, attendant qu'il rappelle. Il ne le fit pas. Dans ce silence, je trouvais une étrange paix. Il avait construit son château sur moi, espérant que je ne bougerais jamais. Mais une fois que je l'ai fait, tout s'est effondré. Au 5e jour, les conséquences de mes actions légales commencèrent à se manifester pleinement. Sophie m'appela tôt pour m'informer que Julien avait tenté de retirer de l'argent de notre compte joint et s'était rendu compte qu'il était bloqué. Il est allé à la banque en personne faire un scandale, me raconta-t-elle. Le directeur a dû lui expliquer qu'il y avait une ordonnance du tribunal et qu'il ne pouvait pas toucher à ses fonds tant que la situation n'était pas résolue. Je l'imaginais parfaitement. Julien, dans son costume impeccable et sa mallette en cuir, perdant son sang-froid devant les employés de la banque. L'homme qui s'était toujours tant soucié de son image publique la détruisait maintenant de ses propres mains. Ce matin-là, j'avais un rendez-vous au parquet pour ratifier ma plainte pour violence domestique. Lucie m'accompagna, m'expliquant chaque étape du processus. Le bâtiment était froid et impersonnel, rempli de personnes au visage préoccupé et aux papiers à la main. « Ne vous découragez pas par la bureaucratie », me conseilla-t-elle, pendant que nous attendions notre tour. « Le système est lent, mais nous faisons tout correctement. » La procureure qui me reçut, une femme d'une 40aine d'années à l'expression sévère, écouta mon récit avec une attention professionnelle. Elle prit des notes, posa des questions précises et finalement hocha la tête. « Nous avons suffisamment d'éléments pour poursuivre, » conclut-elle. « L'abandon du domicile conjugal forcé est une forme de violence reconnue dans notre code. Votre témoignage, ainsi que les rapports du centre communautaire et les preuves documentaires, constituent un dossier solide. Je partis de là avec des sentiments mitigés. D'un côté, la validation officielle de mon expérience me donnait de la force. De l'autre, transformer ma douleur en dossier et formulaire la rendait étrangement impersonnelle. « Et maintenant ?» demandai-je à Lucie pendant que nous prenions un café dans un petit bistrot voisin. « Maintenant, nous attendons », répondit-elle.
La justice a ses délais. Mais en attendant, nous continuons d'avancer avec votre projet de vie. Mon projet de vie. La phrase me semblait étrange. Pendant les dernières années, mon seul plan avait été de survivre chaque jour, d'anticiper les sautes d'humeur de Julien, d'éviter les conflits. Maintenant, je devais penser à un avenir propre, à des décisions que je prendrais seule. En revenant au centre communautaire, Thérèse m'attendait. « Il est revenu », annonça-t-elle sans préambule. Je n'eus pas besoin de demander qui. L'expression de Thérèse disait tout. Que voulait-il ? Parler avec vous. Il a apporté ses choses. Sur son bureau, il y avait une petite boîte. Je l'ouvris avec précaution. Elle contenait mon téléphone portable, mon portefeuille avec mes papiers d'identité et quelques bijoux qui avaient appartenu à ma grand-mère. Il a dit que ce sont vos affaires personnelles et que vous avez le droit de les avoir, expliqua Thérèse. Il semblait différent, plus calme, moins arrogant. Je vérifiai le téléphone. La batterie était morte. Je le branchai à un chargeur et attendis. Quand il s'alluma enfin, il m'inonda de notifications. Des dizaines d'appels manqués, des messages d'amis demandant ce qui se passait, des courriels non lus. Parmi les messages, j'en trouvai un de mon ancienne amie Valérie, avec qui j'avais perdu contact quand Julien avait commencé à m'isoler. « Claire, ça va ? Ton mari est venu me chercher, demandant si je savais où tu étais. Il semblait très perturbé. S'il te plaît, contacte-moi si tu as besoin d'aide. » Alors, Julien me cherchait à travers mes vieilles amitiés. Je ne savais pas si je devais l'interpréter comme une réelle inquiétude ou comme une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Cet après-midi-là, pendant la séance de thérapie de groupe, je partageais ces événements. Les autres femmes hochèrent la tête en connaissance de cause. Il entre dans la phase de regret, commenta Denise, la femme âgée qui m'avait parlé lors de ma première séance. D'abord la colère, puis l'incrédulité, maintenant le remords. Ensuite viendront les promesses de changement. « Et ça marche ?» demanda une jeune femme qui venait de rejoindre le groupe. « Les promesses, je veux dire. » Denise sourit tristement. Pendant un temps, puis le cycle recommence. Hélène, la psychologue, nous expliqua le cycle de la violence domestique. Tension, explosion, lune de miel. Comment de nombreuses femmes restent piégées dans ce cercle pendant des années, des décennies même, espérant que la phase de regret sera permanente cette fois-ci. L'important est de reconnaître le modèle, conclut-elle, et de décider consciemment si nous voulons y rester. Le lendemain, je reçus un appel de Sophie. Julien a demandé une réunion de médiation, m'informa-t-elle. Il dit qu'il veut parvenir à un accord amiable pour la séparation des biens. Cela me surprit. J'avais attendu de la résistance, du déni, plus de colère, pas cette apparente reddition. « Croyez-vous qu'il soit sincère ?» demandai-je. « Peu importe qu'il soit sincère, » répondit-elle pragmatiquement. « Ce qui importe, c'est qu'il est maintenant disposé à négocier, et cela nous convient. Mais vous ne le rencontrerez pas seul. Je serai présente à tout moment. » La réunion fut fixée 2 jours plus tard, dans un cabinet neutre. Je passais ces jours à me préparer non seulement légalement, mais aussi émotionnellement. Hélène m'aida à visualiser la rencontre, à pratiquer des réponses pour différents scénarios, à reconnaître et gérer mes propres réactions. « N'oubliez pas que vous n'avez pas à vous justifier, » insista-t-elle. « Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos décisions. Vous ne lui devez pas cela. » Le jour de la réunion arriva avec un calme étrange. Je m'habillais soigneusement avec les vêtements que j'avais récupérés de l'appartement. Un tailleur bleu marine qui m'avait toujours donné confiance. Thérèse me prêta des boucles d'oreilles simples et Lucie m'aida à me coiffer. Je me sentais comme une guerrière enfilant son armure. « Vous avez l'air forte », approuva Lucie, prête pour la bataille. Le cabinet était un endroit sobre dans un immeuble de bureaux du centre-ville. Sophie m'attendait à l'entrée, impeccable dans un tailleur noir avec un dossier sous le bras. « Il est arrivé en avance », m'avertit-elle. « Il est nerveux, c'est bon pour nous. » Quand j'entrai dans la salle de réunion, je le vis assis de l'autre côté d'une table rectangulaire. Il semblait plus maigre, avec des vêtements légèrement froissés et les cheveux trop longs pour ses habitudes. Il leva les yeux, et nos regards se rencontrèrent pour la première fois depuis cette nuit-là. Je ne vis pas le monstre furieux qui m'avait jeté à la rue. Je ne vis pas non plus l'homme charmant dont j'étais tombée amoureuse des années auparavant. Je vis un étranger, un homme brisé par ses propres actions, essayant désespérément de retrouver une apparence de contrôle. « Claire, dit-il, commençant à se lever.
Veuillez rester assis, intervint Sophie d'un ton professionnel. Cette réunion a des règles claires. Il n'y aura pas de contact direct à moins que les deux parties n'y consentent. Julien se renfonça dans sa chaise. Son avocat, un homme âgé aux lunettes à monture métallique, se racla la gorge inconfortablement. « Nous allons procéder avec l'ordre du jour », annonça-t-il, sortant un document de sa mallette. « Mon client est disposé à offrir des conditions généreuses pour la séparation des biens. » Sophie sourit légèrement. « Avant de discuter de toute offre, revoyons les faits. Votre client a illégalement expulsé la mienne du domicile conjugal, a retenu ses biens et l'a empêché d'accéder aux ressources financières partagées. Nous avons des preuves documentaires et testimoniales d'un schéma d'abus économique et psychologique. Nous sommes ici uniquement parce que ma cliente a décidé de lui donner une chance de résoudre cela civilement. » L'avocat de Julien me regarda brièvement, comme pour m'évaluer. Je gardais mon expression neutre, bien qu'à l'intérieur je ressentais un mélange de peur et de triomphe. « Mon client reconnaît qu'il y a eu un désaccord malheureux, » commença l'avocat, choisissant soigneusement ses mots. « Un délit, » corrigea Sophie. « Appelons-le par son nom correct. » Je vis Julien se crisper. Ses mains, qui reposaient sur la table, se refermèrent en poing. Je reconnus ce geste. C'était ce qu'il faisait juste avant d'exploser. Mais cette fois, nous n'étions pas seuls dans notre appartement. Il n'avait aucun pouvoir sur moi. Nous étions dans un espace neutre, avec des témoins, avec des preuves, avec la loi de mon côté. « Procédons au terme », dit son avocat, évitant la confrontation. Pendant les 2 heures suivantes, nous négociâmes chaque aspect de notre séparation. La maison, les meubles, les économies, même qui garderait les appareils électroménagers. À chaque point, Julien essayait de regagner un avantage. Et à chaque point, Sophie le contrait avec des faits et des documents. Quand nous eûmes enfin terminé, nous avions un accord préliminaire qui me donnait bien plus que ce que Julien avait voulu concéder initialement. Ce n'était pas de la cupidité, c'était de la justice. C'était récupérer ce qui me revenait de droit. En sortant, Julien tenta de s'approcher. « Claire, pouvons-nous parler un instant ?» Seule. Sophie s'interposa subtilement. « Ma cliente n'a rien à vous dire en dehors de ce cadre légal. » Je le regardais par-dessus l'épaule de Sophie. Ses yeux suppliaient une opportunité, une brèche dans ma détermination. « Au revoir, Julien », dis-je simplement, et je sortis sans regarder en arrière. Dans la rue, je respirais profondément l'air frais de l'après-midi. C'était comme si un poids invisible s'était levé de mes épaules. Ce n'était pas la fin. Il restait encore des démarches, des papiers, des audiences, mais c'était un tournant. Julien avait construit son monde sur le contrôle qu'il exerçait sur moi. Maintenant que ce contrôle avait disparu, son monde commençait à s'effondrer. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je sentais que le mien commençait tout juste à se former. Les semaines suivantes s'écoulèrent avec un étrange mélange de calme et d'activité. Avec l'aide du centre communautaire Espoir, je trouvai un petit appartement dans le quartier du Marais. Ce n'était pas luxueux comme celui que je partageais avec Julien, mais il avait quelque chose de bien plus précieux, la paix. C'était un 2e étage avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil chaque matin, un espace qui était exclusivement le mien. Le premier jour où j'y dormis, je me réveillai en sursaut au milieu de la nuit. Pendant un instant désorientant, je cherchais Julien dans l'obscurité, préparé à sa respiration lourde, à l'inévitable tension de partager un espace avec quelqu'un dont l'humeur était aussi imprévisible que le temps. Mais je ne trouvais que le silence. Un silence réconfortant qui peu à peu se remplit des sons nocturnes de la ville. Un klaxon lointain, le miaulement d'un chat errant, le doux craquement du vieil immeuble. « C'est ta maison maintenant », me dis-je à voix haute, surprise par la façon étrange dont ces mots sonnaient sur mes lèvres. Ce matin-là, j'achetai une petite plante, une fougère que je plaçai près de la fenêtre de la cuisine. C'était un geste simple mais significatif, quelque chose de vivant qui grandirait sous mes soins, qui transformerait l'oxygène vicié en air frais. Avec l'argent de la liquidation que j'obtins grâce aux négociations de Sophie, je pus acheter l'essentiel. Un lit, une table, 2 chaises, quelques ustensiles de cuisine. Le reste, je le trouvais petit à petit, parfois dans des marchés aux puces, d'autres fois grâce à des dons du centre communautaire. Chaque objet avait une histoire, un but clair, une raison d'être là. Rien n'était là pour impressionner qui que ce soit, pour maintenir des apparences ou pour compenser des insécurités. Un après-midi,
Alors que j'organisais mes livres sur une petite étagère que j'avais restaurée, je reçus un appel de Lucie. « Comment va cette nouvelle vie ?» demanda-t-elle avec la chaleur que j'avais appris à associer à sa voix. « Au jour le jour », répondis-je honnêtement. « Certains sont bons, d'autres moins, mais tous sont les miens. »« J'ai une proposition pour vous », continua-t-elle. « Nous avons besoin d'une bénévole pour le programme d'alphabétisation des femmes adultes. Quelqu'un avec de la patience, de l'empathie et une bonne communication. J'ai pensé à vous. L'idée d'aider d'autres femmes, de transformer mon expérience en quelque chose d'utile pour quelqu'un d'autre, alluma une étincelle que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'acceptai sans hésiter. Ainsi commença ma collaboration avec le centre communautaire. 3 fois par semaine, je rencontrais un groupe de femmes d'âges divers qui, pour différentes circonstances, n'avaient pas eu accès à l'éducation de base. Je leur apprenais à lire, à écrire, à faire des comptes simples. Mais surtout, je leur montrais quelque chose que j'étais moi-même en train d'apprendre, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Madame Geneviève, une femme d'une 60aine d'années aux mains calleuses par des décennies de travail domestique, fut la première à apprendre à écrire son nom complet. Quand elle eut fini de tracer les lettres, elle leva les yeux, les larmes aux yeux. « Toute ma vie a signé d'une croix », dit-elle, contemplant le papier avec révérence. « Et maintenant, regardez. Voici mon nom. Me voici. » Son fierté me toucha profondément. D'une certaine manière, nous faisions toutes les deux la même chose. Revendiquer notre identité, apprendre à prendre notre place dans le monde sans nous en excuser. Le travail bénévole devint plus qu'une occupation, ce fut une forme de guérison. Chaque femme que j'aidais me rendait un petit morceau de la confiance que Julien avait systématiquement détruite pendant nos années ensemble. Chaque petit progrès que je voyais en elle renforçait ma propre capacité à avancer. Pendant ce temps, je continuais à assister aux séances de thérapie de groupe avec Hélène. Le cercle de femmes était devenu une ancre, un espace sûr où je pouvais exprimer mes peurs sans être jugée. Certaines femmes allaient et venaient, d'autres, comme Denise, restèrent constantes, devenant des mentors pour les nouvelles arrivantes. Aujourd'hui, j'ai rêvé de lui, confessai-je lors d'une séance, 6 semaines après la séparation. Ce n'était pas un cauchemar. Nous parlions juste comme au début. Je me suis réveillée en me sentant coupable, comme si j'avais trahi tout ce processus. « Les rêves ne sont pas des trahisons », répondit Hélène. « Ce sont des traitements. Votre esprit est en train d'ordonner les expériences, de séparer le précieux du toxique. Il est normal que parfois des souvenirs des bons moments apparaissent. Et si je commence à les regretter ?» demandai-je, exprimant ma peur la plus profonde. « Et si un jour la solitude pèse si lourd que j'oublie tout le mal ?» Denise prit ma main entre les siennes. « C'est pour ça que nous sommes là, pour vous rappeler, pour que vous n'oubliez jamais ni le mal, ni votre propre force. » 1 mois après mon déménagement, je reçus des nouvelles de Julien par l'intermédiaire de Sophie. Il avait été définitivement licencié de son travail. La suspension temporaire s'était transformée en rupture de contrat, après qu'il eut tenté d'accéder au compte de l'entreprise sans autorisation. « Il est désespéré », expliqua Sophie. Il a demandé à modifier les termes de l'accord, alléguant qu'il ne peut pas respecter les paiements convenus parce qu'il n'a plus de revenus. « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» demandai-je, sentant une pointe d'anxiété. « Légalement, pas grand-chose. L'accord est déjà signé et ratifié. Mais pratiquement, on ne peut pas tirer du sang d'une pierre. S'il n'a vraiment pas de quoi payer, le processus de recouvrement pourrait se compliquer. » La nouvelle me laissa avec des sentiments mitigés. D'un côté, il y avait une certaine satisfaction à savoir que les conséquences de ses actions l'avaient rattrapé. De l'autre, je ne voulais pas que mon bien-être dépende de son malheur. « Que me recommandez-vous » demandai-je. « De continuer votre vie » répondit Sophie sans hésiter. « De construire votre indépendance comme vous l'avez fait. Ce qui lui arrive n'est plus votre responsabilité. » Elle avait raison, bien sûr. Mais ce soir-là, en arrosant ma petite collection de plantes qui était passée de 1 à 5, je me retrouvais à penser à Julien. Non pas avec nostalgie ni avec peur, mais avec une sorte de compassion distante. Lui aussi était seul maintenant, mais sans les outils que j'avais trouvés, sans le soutien d'une communauté qui lui montrerait un autre chemin. Cette même semaine, Valérie, mon ancienne amie, m'invita à prendre un café. Ce fut des retrouvailles douces amères, pleines d'excuses mutuelles et d'explications inconfortables. « J'ai essayé de garder le contact », me dit-elle. «
Mais c'était de plus en plus difficile. Il avait toujours une excuse pour annuler. Il était toujours présent quand nous parlions au téléphone. Je sais, l'interrompis-je. Il a fait la même chose avec tous mes proches. Ce n'était pas de ta faute. Nous parlâmes pendant des heures, récupérant des fragments de notre amitié, découvrant les femmes que nous étions devenues pendant ces années de distance. Quand nous nous séparâmes, nous promîmes de ne plus perdre le contact. « Tu as l'air différente », commenta-t-elle avant de partir. « Plus présente. Comme si avant tu avais été partiellement effacée et maintenant tu étais complètement là. » Son observation m'accompagna pendant des jours. C'était vrai. Pendant mon mariage, j'avais appris à me rendre invisible, à occuper le moins d'espace possible, à exister en marge. Maintenant, j'apprenais à habiter pleinement ma vie, à me permettre d'être vue, entendue, ressentie. Le changement ne fut pas seulement intérieur. Mon corps se transforma aussi subtilement. Les cernes permanentes commencèrent à disparaître. Je repris quelques kilos que j'avais perdus à cause du stress chronique. Ma posture devint plus droite, mes mouvements plus décidés. Même ma voix sonnait différemment. Plus ferme, plus présente, moins sujette au chuchotement. Un matin, près de 3 mois après cette nuit où j'avais été expulsée de chez moi, je m'arrêtai devant le miroir après la douche. Pour la première fois depuis des années, je ne détournais pas le regard. Je ne cherchais pas de défauts pour anticiper des critiques. Je m'observais simplement, les yeux sombres qui avaient tant vu, les petites rides qui commençaient à se former au coin de mes yeux, les cheveux que j'avais décidé de laisser pousser, les épaules qui avaient supporté plus que je ne l'aurais cru possible. « Bonjour Claire », dis-je à mon reflet, et je souris. Cet après-midi-là, en me dirigeant vers le centre communautaire, je vis Julien de l'autre côté de la rue. Ce fut une rencontre fortuite, inattendue. Il sortait d'un magasin, la tête baissée, l'air négligé. Quand il leva les yeux et me vit, il resta immobile. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Nous nous regardâmes à distance, 2 personnes qui avaient un jour tout partagé et qui étaient maintenant des étrangers. Je vis sur son visage un mélange d'émotions, surprise, honte, un éclair de la vieille colère et quelque chose de plus, peut-être un regret sincère. J'aurais pu traverser la rue. J'aurais pu fuir dans la direction opposée. Au lieu de cela, je fis quelque chose qui me surprit moi-même. Je le saluai d'un simple hochement de tête, une reconnaissance de son existence sans invitation à s'approcher, et je continuai mon chemin. Je ne regardais pas en arrière pour voir sa réaction. Je n'en avais pas besoin. Je ne me définissais plus par sa réponse, par son approbation ou son rejet. Mon chemin était le mien, et chaque pas m'éloignait un peu plus de la peur et me rapprochait de la femme que j'avais toujours voulu être. Parfois, j'entends encore sa voix dans ma tête, non pas avec effroi, mais comme un rappel du chemin parcouru. Il avait dit « C'est ce que tu mérites ». Et il avait raison, mais pas de la manière qu'il pensait. Je mérite cela. La paix, la sécurité et une vie construite selon mes propres termes. Les nuits ne m'effreinent plus. Les rues ne me semblent plus menaçantes. Mon nom, quand je le prononce, sonne complet, sans diminutives imposées ni ton d'excuses. J'ai planté des racines dans ce nouvel espace, dans cette nouvelle version de moi-même. Et comme mes plantes, je grandis un peu chaque jour, m'étirant vers la lumière. L'histoire ne se termine pas, bien sûr. Il y a des jours difficiles, des moments de doute, des fantômes du passé qui apparaissent quand je m'y attends le moins. Mais maintenant, je sais que je ne suis pas seule pour les affronter. J'ai une communauté, j'ai des outils, j'ai ma propre voix. Et surtout, j'ai la certitude que, quoi qu'il arrive, je trouverai toujours le chemin du retour à moi-même.